Vous venez de parler de Raoul Peck avec les films de Lumumba. Vous pouvez aller en profondeur? Oui, on va certainement encore aller en profondeur sur ce sujet-là, absolument. Mais commençons un peu par l'histoire. Premièrement, déjà, dans ce que les gens disent, ce que les gens pensent, si vous posez des questions au commun des mortels dans la rue, qui est le père, l'héros de l'indépendance du Congo? Qui est le grand artisan de l'indépendance du Congo? Tout le monde va vous dire Lumumba. Lumumba. C'est tout faux. Encore une fois, c'est tout faux. Il faut rendre justice au Bas-Congo. Il faut rendre justice aux Né-Congo. Les Né-Congo, c'est eux les premiers militants de la première heure pour l'indépendance du Congo. Tout le mérite pour l'indépendance du Congo au niveau héroïque revient au Bas-Congo. Avec l'association des Bas-Congo, la BACO. Ils avaient déjà commencé leur lutte, leur revendication pour l'indépendance du Congo dès les années 40, il faut le savoir. Mi-années 40, dès 1946 déjà. Et ils commençaient vraiment à vouloir, à prôner vraiment l'indépendance, quoi, par rapport à la Belgique, où ce qui traitait vraiment les Belges d'étrangers, que les Belges devaient quitter donc le sol congolais, le territoire congolais. C'est les Bas-Congo, ce sont les gens de la BACO, l'association des Bas-Congo, avec leur père fondateur, avec les Kassavubu, avec les Nandu, c'est eux. Mais c'est eux. À ce moment-là, quand eux sont actifs sur le terrain, justement pour revendiquer la fin de la colonisation, pour la décolonisation, pour l'indépendance vis-à-vis des Belges, le Lumumba est nulle part. Il n'y a personne qui le connaît. Il est encore inexistant dans l'histoire du pays. Quand eux avaient déjà commencé, tout le mérite revient au Né-Congo, encore une fois au Bas-Congo, avec le grand événement détonateur du 5 janvier 1959, ce qu'on a appelé la manifestation à Bako-Kalamu, à Léopoldville, à Kinshasa. Ça va être le grand événement détonateur qui va vraiment faire peur aux Belges, que les Belges vont dire, là, il faut leur donner vraiment l'indépendance. Mais avant ça, combien de militants de la BACO ont été arrêtés par les Belges emprisonnés? Combien, et toutes les grosses pointures de la BACO qui ont fait la prison, qui ont été arrêtés par les Belges? Pourquoi? Parce qu'ils revendiquaient l'indépendance du Congo. Est-ce qu'un seul jour, Lumumba a été arrêté par les Belges parce qu'il revendiquait l'indépendance du Congo par rapport aux Belges? Est-ce qu'un seul jour, Lumumba a été inquiété pour ça? On parle avant le 30 juin 1960? Jamais. Jamais. Dans ce combat-là, de la première heure, il était inexistant, il n'était pas là. Hein? C'est plus tard qu'il va venir vraiment sur l'avant-scène, là. Mais c'est les Bas-Congo, encore une fois. C'est eux à qui revient le grand mérite héroïque d'être les héros de l'indépendance du Congo. Pas Lumumba. Mais on veut nous faire croire ça c'est l'histoire politiquement correcte. Mais non. Et c'est pas par hasard que ce sont les Bas-Congo, les Né-Congo. Il y a une tradition chez eux qui remonte loin dans le temps de lutte contre le colon, de lutte contre l'occupant, c'est-à-dire contre le colonisateur, de lutte vraiment contre la présence des Belges et des Européens. Ça remonte jusqu'à Kimpavita, qui était vraiment une prophétesse donc Né-Congo, avec son mouvement qui s'appelle le Kimpasi, qui était un mouvement pour la décolonisation, pour bouter en dehors du pays donc les Belges, les colons. C'était chez eux que ça se passait. Le nerf, ça veut dire le noyau central, le nerf dont tout est parti au niveau activisme, quoi, héroïque, c'est le Bas-Congo. Ce sont les Né-Congo. Parce que plus tard, la relève après Kimpavita va être reprise par Simon Kimbangu chez eux. Tous les Bas-Congo sont en effervescence avec Simon Kimbangu, à partir d'un Kamba chez eux là-bas, au niveau du Congo central. Et Simon Kimbangu, c'est la continuité de la lutte de Kimpavita contre la présence des Belges, des colons, avec son mouvement le Kintwadi. Simon Kimbangu prenait donc le Dipana Dianzole, c'est-à-dire la guerre spirituelle et la guerre de décolonisation contre la religion déjà du colonisateur, l'Église catholique romaine, et aussi contre la présence des Belges. Tout ça, ça a commencé chez les Bas-Congo. Et ça a débouché en quoi? En une conscience supérieure politique chez les Bas-Congo, avec la fondation, la création de la BACO, l'association des Bas-Congo, qui voulaient leur indépendance claire et nette, qui voulaient même restituer, on peut dire, restructurer leur ancien royaume Congo,
Il y a eu une conscience, on peut dire nationale, de la nation Bakongo qui est née à ce moment-là, et tout pour quelque part faire vaciller le pouvoir colonial des Belges est parti des Bakongo. Et ils ont vraiment lutté pour ça d'une manière héroïque. Ils ont fait de la prison pour ça. Ils ont été inquiétés par les Belges comme pas possible. D'ailleurs, il suffit de lire tous les rapports de cette époque-là, du ministre du Congo belge du Rwanda au Burundi, qui était Van Hemelrijk, tous les rapports qu'il faisait par rapport au mouvement indépendantiste, c'est-à-dire les mouvements qui voulaient l'indépendance du Congo vis-à-vis du Royaume de Belgique, vous allez voir dans les rapports, le mouvement ne revient jamais, pas une seule fois. Parce que lui, donc, il remettait des rapports au niveau de la sûreté belge ici, par rapport aux individus à qui il faut faire attention, qui sont donc subversifs, comme on dit là, qui sont pour mettre les Belges dehors et qui réclament l'indépendance. Vous allez voir que la grande majorité des noms qui reviennent, ce sont tous les Bakongo. C'est eux. Le mérite revient au Bakongo. Ce sont les vrais héros de l'indépendance du Congo belge. Ce sont les Bakongo. Et personne ne peut contredire ça. Encore une fois, quand eux sont actifs, le Mumba n'est même pas encore présent en politique, il n'est même pas encore actif en politique, ils avaient déjà commencé depuis longtemps. Et c'est grâce aux actions des Bakongo, de la Bako, et particulièrement l'événement détonateur à Léopoldville à Kinshasa du 5 janvier 1959, la grande manifestation à Bako-Kalamu, c'est là, à ce moment-là, que les Belges ont vraiment pu pouvoir tenir, quoi, qu'ils sont obligés quelque part de dire il faut qu'on mène ici une transition pour donner une indépendance donc à ces gens-là, parce que sinon ce sera ici l'affrontement total, quoi, ce sera la guerre totale quoi, avec eux. C'est les Bakongo. Le Mumba n'est pas présent sur le terrain à ce moment-là. Soyons clairs et nets, c'est déjà quelque chose à rectificatif, quoi. C'est le premier déjà. Il y en aura encore d'autres. Ok. Comment est-ce qu'il est venu à l'avant-plan? Ah voilà, ça c'est une très bonne question. Donc, comment est-ce qu'il est venu à l'avant-plan? Donc, quelque part, comment est-ce qu'il est entré en politique? Son entrée en politique. Et là, vous allez être étonnés. Et surtout les panafricanistes, encore une fois, de la gauche internationale, socialo-marxistes, communistes, ouvrez bien vos oreilles, hein? Grandement vos oreilles. Et surtout les grands partisans de Lumumba, les grands fanatiques de Lumumba, ouvrez grandement vos oreilles maintenant par rapport à ce que je vais vous dire. Et ça, ce que je vais vous dire sont des faits concrets, c'est vérifiable. Allez vérifier l'information. Lumumba entre en politique sous les auspices des libéraux belges. Donc, pour reprendre un terme panafricain, les libéraux belges, donc les impérialistes, capitalistes belges. C'est eux qui vont prendre Lumumba sous leurs ailes, quoi. Lumumba commence déjà à faire des voyages vers 1956 en Belgique, là où il rencontre régulièrement les libéraux belges, quoi. Plus particulièrement, son parrain, on peut dire, son parrain politique, c'est Auguste Buisseret, qui est donc une figure prominente au sein du Parti libéral belge, au niveau francophone, chez les Wallons. Et qui est Auguste Buisseret? Un ancien ministre des colonies. Donc un ancien ministre des colonies est le premier parrain politique de Lumumba. Et donc un parrain politique qui est dans quel camp? Du camp des impérialistes, des capitalistes, pour reprendre ce terme-là de l'époque, lors de la guerre froide. C'est là où il va entrer en politique. Donc Lumumba est coopté par les libéraux belges, par les impérialistes capitalistes belges. Il est coopté à ce moment-là. Il fait plusieurs voyages, il les rencontre plusieurs fois. Et à un moment donné, au retour d'un de ces voyages, quand il va revenir d'un voyage vers la Belgique à Bruxelles pour rencontrer donc ses parrains politiques, je répète encore une fois, qui sont des impérialistes capitalistes belges, des libéraux belges, il est avec eux à ce moment-là, il est dans ce camp-là à ce moment-là, il est avec eux, il reçoit des enveloppes, on le trimballe un peu partout, on le présente partout, dans ces milieux-là. Alors, dans un des voyages, quand il revient, parce qu'en plus de cela, il avait reçu une fonction au pays, au Congo, une assez haute fonction au sein des PTT, c'était la poste télécommunication de l'avant. Il avait reçu une assez haute fonction là-bas. Qui l'a mis à cette fonction-là? C'est toujours Auguste de Buisseret, son parrain politique, qui le met à ce poste-là. Alors à ce moment-là, à un moment donné, il revient d'un voyage en Belgique, on est en 1956, il rentre au pays, et là, quand il rentre au pays, on va le mettre en prison. Il sera jeté en prison. Et ça, les gens ne savent pas. Lumumba a fait de la prison. Et pourquoi est-ce qu'il a fait de la prison?
Il y a donc aussi au niveau de la direction des PTT donc, au Congo belge, à l'époque c'est encore toujours le Congo belge, il y a un Belge qui travaille là-bas, son nom c'était Léon Lejeune. Et il y a beaucoup de plaintes qui arrivent, parce qu'il y a énormément de personnes âgées dans les campagnes, dans les zones rurales, qui ne reçoivent pas leur retraite les fonds de pension. Ils ne reçoivent pas d'argent. Alors on a remonté la piste, ils ont cherché, et puis ils sont tombés sur les preuves que celui qui détournait les fonds, qui détournait l'argent, c'était Lumumba. C'était Lumumba. Donc quand il rentre de ce voyage-là, de Belgique au pays, on l'arrête. On le confronte maintenant avec donc ce problème-là. Les preuves étaient là, la preuve a été établie, et il va recevoir 12 mois de prison ferme. 1 an ferme. 1 an ferme. Quelqu'un qui détourne des fonds, surtout de vieilles personnes âgées comme ça pour leur fonction de retraite, dans le langage commun, on appelle ça un voleur. Pardon, on appelle ça un voleur. Il a volé de l'argent. Et on va le mettre en prison parce qu'il a été voleur. Il a été voleur. C'est vérifiable, hein, ce que je dis là. C'est pas juste en l'air comme ça, hein, ce sont des faits concrets. Il est en prison et il va recevoir 12 mois ferme. Alors écoutez bien maintenant. 12 mois ferme, il est en prison. Quand il est en prison, il va écrire un livre en prison. C'est le seul et unique livre que Lumumba a écrit. Il n'en a pas écrit un autre, quoi. Il a écrit un seul livre. Il y a sur le marché toute une panoplie d'ouvrages sur le Lumumba, hein, qui ont été écrits par d'autres, quoi. Il y en a à gogo. Hein, le marché est inondé d'ouvrages sur le Lumumba. Et surtout, ce sont des ouvrages qui analysent ou qui citent comme référence tous ces discours qu'il a faits lors de l'indépendance et après l'indépendance. Mais de son vivant, il n'a écrit qu'un seul livre, quoi. Je répète, un seul livre écrit de sa main. Et il a écrit lors de son séjour en prison. Alors maintenant, je pose une question. Comment est-ce que ça se fait qu'une personne aussi célèbre au niveau mondial, et surtout dans les cercles des panafricanistes, que les panafricanistes eux-mêmes n'ont jamais lu ce livre-là et qu'ils ne le connaissent pas? Est-ce que vous le connaissez? Non. Comment ça s'intitule? Ah voilà, le titre c'est quoi? Le Congo, terre d'avenir, est-il menacé? Donc un titre très évocateur. Comment est-ce que ça se fait? Je répète la question. Hein. Comment est-ce que ça se fait que quasi personne sur la planète connaît cet ouvrage-là, alors qu'il a été écrit de la main de Lumumba? Normalement, tout panafricaniste avéré, surtout du côté de la gauche internationale, socialo-marxiste, entre guillemets, communiste, devrait avoir lu ce bouquin. Ou est-ce que je me trompe? Ça devrait être même un best-seller. Oui. Et même au niveau de la communauté congolaise, la grande majorité l'aurait dû avoir lu. Ça aurait dû même être un livre sur les bandes des camps, Oui. connu par tout le monde. Alors comment est-ce que ça se fait que quasi personne ne connaît cet ouvrage-là? C'est intéressant. Ou est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe? Est-ce que ça fait du bon sens ce que je dis? Ben oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Comment est-ce que ça se fait que ce livre est très peu connu? Eh bien, on va y répondre dans la prochaine partie.